Bonjour et bienvenue à ce webinaire portant sur la petite enfance au centre du Québec. Je me nomme Jamie Lajoie, je suis agente de communication, contenu et transfert à la table régionale de l'éducation Centre du Québec. Avant de débuter la présentation, je vais vous transmettre quelques informations. Veuillez s'il vous plaît garder fermés vos micros lors de la présentation. Le webinaire est enregistré, comme vous l'avez constaté, pour un visionnement ultérieur. Le PowerPoint sera disponible aussi. Vous recevrez un courriel à cet effet. La présentation sera d'une durée de 45 minutes, suivie d'une période de questions à la fin de 15 minutes. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions. Nous allons y répondre à la fin. Je cède désormais la parole à Béatrice Balnier, agente de planification, programmation et recherche, jeune famille issue de l'immigration et enquête sur le développement des enfants et des jeunes, direction de la santé publique et responsabilité populationnelle, promotion, prévention, développement global des enfants et des jeunes du CIUS de la Mauricie, Centre du Québec. Béatrice, je te cède la parole. Merci beaucoup, Jimmy. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous ce midi. Donc, en fait, j'ai la tâche ce midi de vous parler de la petite enfance au centre du Québec. Cette présentation, en fait, est une synthèse de résultats des enquêtes québécoises sur le parcours préscolaire et le développement des enfants de maternelle 5 ans pour la région du centre du Québec. C'est une collecte de données qui s'est déroulée en 2022. Pendant la présentation, je vais utiliser les acronymes EGPEM, parcours préscolaire, et EGDEM, développement pour la deuxième enquête, afin de nommer ces enquêtes. Donc, le plan de la présentation, il s'agit de faits saillants pour le centre du Québec, des faits saillants qui sont présentés sous une forme plus vulgarisée. Pour commencer, nous aurons une petite mise en contexte, quelques aspects méthodologiques qui permettent de bien distinguer les deux enquêtes. La première section portera sur le portrait des enfants de maternelle 5 ans de la région du centre du Québec à travers leur profil, leur parcours préscolaire, les caractéristiques de leurs parents, de leur famille, les habitudes de vie ainsi que les environnements dans lesquels ils évoluent. Et nous passerons en fait à une deuxième section qui porte sur des éléments en lien avec la vulnérabilité de ces enfants, qui sont des données qui sont issues de l'ECDEM. Et nous verrons l'évolution de cette vulnérabilité pour le Centre du Québec, les résultats de 2022 et quelques caractéristiques associées à la vulnérabilité qui sont tirées de l'association des résultats des deux enquêtes, qui permettent de voir s'il y a des groupes plus à risque de développer des vulnérabilités que les autres enfants. Donc, pour terminer, nous passerons à quelques pistes de solutions, pistes d'action, avant une prise de questions. Je tiens à vous dire aussi que pour certaines diapos, je vais essayer de passer plus rapidement, mais que tout vous sera communiqué par la suite. C'est juste pour être en mesure de respecter le temps parce que je sais qu'on a uniquement 1 heure. Donc, en matière de mise en contexte, il s'agit, en fait, les deux enquêtes sont une initiative de l'Initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants, qui a un volet enquête autour de l'ECDEM et de l'ECPEM, en lien avec la collaboration du MES, du ministère de la Famille, de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce sont des enquêtes qui visent à documenter le développement et le parcours préscolaire des jeunes enfants inscrits en maternelle 5 ans. Et il y a aussi un volet intervention qui s'actualise principalement par le biais de concertation. Ce sont aussi des enquêtes qui ont pour but d'aider à répondre à plusieurs priorités à l'échelle nationale, régionale ou locale, par le biais, par exemple, de ce qui est inscrit au sein du Programme national de santé publique, dont l'axe 1 porte exclusivement sur le développement global des jeunes. Il y a aussi la politique gouvernementale de prévention en santé, dont l'une des cibles prévoit d'augmenter à 80% la proportion d'enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité. Et aussi, dans la région,
Les éléments s'actualisent par le biais de mesures prévues dans le plan d'action régional en santé publique de la Mauricie et du Centre du Québec. Donc, l'objectif est de soutenir le développement des jeunes enfants québécois de 0 à 5 ans et de mieux les préparer à leur entrée au premier cycle du primaire ainsi qu'à leur réussite scolaire globale. Et pour ce qui est du Centre du Québec, les données de 2022 montrent que nous avons 71,8% d'enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité à l'entrée en maternelle 5 ans. C'est un chiffre qui est totalement comparable à celui du reste du Québec qui s'élève à 71,3%. Alors, pour poursuivre rapidement, je pourrais dire que l'ECDEM en est à sa troisième édition, tandis que l'ECPEM en est à sa deuxième édition. Les chercheurs, en fait, ont fait une première enquête en 2012 de l'ECDEM et ils se sont rendus compte qu'il manquait quelques informations pour répondre à une perspective écosystémique selon laquelle le développement de l'enfant résulte de l'interaction réciproque entre ses caractéristiques propres, ses forces et défis, celles de sa famille immédiate et élargie, ses habitudes de vie, l'environnement dans lequel il évolue, et aussi la communauté, les services offerts et les politiques publiques. C'est la raison pour laquelle certaines données ont été complétées par un questionnaire par le biais de l'ECPEM afin de dresser un portrait plus global et représentatif complet des enfants inscrits en maternelle 5 ans. Pour ce qui est maintenant des aspects méthodologiques, pour distinguer les deux enquêtes, en fait, l'ECDEM, il s'agit d'une enquête cyclique qui arrive aux 5 ans, 3 éditions. On est à la 3e édition, donc la première date de 2012, la deuxième de 2017, la troisième de 2022. Et il s'agit d'un recensement. Un recensement signifie que l'ensemble des enfants inscrits en maternelle à temps plein sont considérés. Toutefois, les résultats portent sur une population d'enfants considérés comme ayant un développement dit typique ou régulier, car certaines exceptions quand même et exclusions ont été réalisées. C'est le cas, par exemple, des élèves présentant un handicap ou une difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ou encore les classes régulières dans lesquelles il y avait plus de 50% de l'effectif qui présentait un diagnostic. Ces élèves-là ont été exclus de façon à avoir un portrait représentatif plus global d'une population dite à développement typique ou régulier. D'autres exceptions aussi d'autres exclusions aussi ont été faites. Il s'agit des écoles fréquentant les commissions scolaires CRIC-Ativic ou encore les écoles qui fréquentent les écoles qui relèvent du gouvernement fédéral aussi ont été exclues. Pour ce qui est de l'instrument de mesure utilisé dans l'ECDEM, il s'agit d'un instrument de mesure validé, utilisé dans plusieurs provinces, mais aussi dans plusieurs pays, qui est rempli par les enseignants. Depuis les 2 dernières éditions, il s'agit d'un recensement obligatoire. Donc, les enseignants doivent remplir cet instrument pour tous les élèves, tous leurs élèves. Et la période de collecte allait de février à mars 2022, ce qui leur a permis, en fait, de mieux connaître quand même leurs élèves avant de compléter les questionnaires. Maintenant, passons à l'ECPEM, toujours une enquête cyclique aux 5 ans qui est alignée de toutes les façons sur l'ECDEM, donc les 2 éditions datent de 2017 et 2022. Il s'agit d'un sondage, donc un questionnaire qui est complété par des parents. Ce sont les parents d'un échantillon représentatif des enfants de la région. Donc, moins d'enfants sont concernés, mais c'est quand même un échantillon qui représente la population de la région. C'est un questionnaire qui est rempli en ligne ou par téléphone et la période de collecte allait de avril à août 2022. Alors maintenant, en termes de métaux, le pourcentage de réponse de l'ECDEM est
comparable à celui de l'ensemble du Québec pour le centre du Québec, dans la mesure où il s'élève à 91,9 et pour l'ensemble du Québec, on est à 92,3. Donc, ce sont des résultats qui sont comparables à ceux de l'ensemble du Québec. Et pour ce qui est de l'ECPEM, le pourcentage est légèrement plus faible dans la mesure où ce n'est pas un questionnaire obligatoire. Les parents, il est fortement suggéré aux parents d'y répondre, mais ils ne sont pas obligés d'y répondre. On voit aussi que pour la région du centre du Québec, les enfants considérés dans l'enquête québécoise sur le développement, le nombre d'enfants s'élevait à 2419, tandis que les enfants de l'échantillon représentatif pour l'ECPEM s'élevaient à 556 enfants, donc 556 parents qui ont été sollicités à répondre au questionnaire de l'ECPEM. Alors, 165 classes de la région aussi participaient à ces enquêtes-là. Et en fait, il y a eu quand même un bon taux de réponse. Donc, passons maintenant au profil des enfants de maternelle 5 ans. Il s'agit d'une photo qui date de 2022. Certes, certains diront que le paysage a déjà changé depuis, mais il est toujours intéressant d'avoir des données de façon à pouvoir se positionner, avoir des orientations, même si on sait que la prochaine enquête risque d'être sur un public qui a déjà changé depuis 2022. Alors, rapidement, pour mieux comprendre et interpréter les données, certaines diapositives comportent des petits symboles surlignés. Le symbole surligné en rouge signifie que la donnée de la région présente une différence significative défavorable si l'on compare au reste de la province. Lorsque le symbole est souligné en vert, cela signifie que la donnée de la région, le pourcentage obtenu par la région, présente une différence significative favorable par rapport au reste de la province. À l'intérieur des cartes du Québec, j'ai mis parfois, lorsque c'était requis, le pourcentage. Oui, je vais peut-être pouvoir utiliser. Je vais voir. Je vais peut-être pouvoir utiliser ici. Voilà. Sur la carte, en fait, vous verrez le pourcentage obtenu par le reste de la province. Et lorsque les chiffres sont accompagnés d'astérisques, cela signifie que la donnée doit être interprétée avec prudence parce que ce sont des données moins fiables sur le plan statistique avec un coefficient de variation qui est trop et plus élevé en fait. Donc, la donnée est véritablement moins fiable. Alors, passons maintenant au profil des enfants de maternelle 5 ans de la région. La majorité des enfants de la région sont nés à l'intérieur du Canada. Les données montrent aussi que les parents de ces enfants-là sont aussi en majorité nés à l'intérieur du Canada. On sait aussi que on n'a pas les enquêtes ne nous permettent pas, ces deux enquêtes ne nous permettent pas d'avoir le pourcentage pour ceux qui sont nés au Québec, mais c'est quand même une donnée qui permet de voir qu'on a une majorité d'enfants nés au Canada. En ce qui concerne la langue parlée, on a aussi une forte majorité, 98% des enfants qui parlent au moins le français à la maison, contre 85% pour le reste du Québec. On a aussi, en termes de répartition, une répartition presque identique en termes de nombre de filles que de garçons. On a 49% d'enfants inscrits en maternelle 5 ans qui sont des filles, contre 51% qui sont des garçons pour le centre du Québec. Et c'est une répartition qui est similaire aussi au niveau de l'âge. C'est-à-dire que les enfants sont classés selon qu'ils ont plus de 6 ans et plus ou moins de 6 ans. Et on a une répartition identique des enfants âgés de moins de 6 ans par rapport à ceux âgés de 6 ans et plus. En ce qui concerne le milieu socio-économique de l'école, maintenant, il s'agit d'une donnée qui porte sur la région socio-sanitaire de la Mauricie et du centre du Québec, mais nous avons trouvé intéressant quand même de la nommer.
on a quand même plus d'un tiers des enfants qui fréquentent une école dite défavorisée dans la région, contre 28% pour le reste du Québec. Et pour ce qui est du trouble du développement, nous avons 16% des enfants qui présentent un trouble du développement ou des problèmes de santé par rapport à 13% dans le reste du Québec. Et le centre du Québec fait partie de 5 régions pour lesquelles les données montrent que les enfants ont plus de problèmes de santé par rapport au reste du Québec. Alors, les différents problèmes de santé devaient avoir été diagnostiqués ou établis par un médecin ou un autre professionnel de santé. Ça pouvait être des troubles de l'ordre d'un problème de santé chronique comme l'épilepsie, le diabète, l'asthme, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, par exemple, un retard de développement aussi, des troubles d'apprentissage de type dyslexie, dysphasie, etc. Donc, ce sont des exemples de troubles de santé qui ont été annoncés par les familles. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques des parents maintenant, on voit que les parents de la région sont plus jeunes que ceux du reste de la province. Si on prend par exemple les parents âgés de moins de 35 ans, au centre du Québec, on a 45% des mères qui sont âgées de moins de 35 ans contre 30% pour le reste du Québec. Et nous avons 27% des pères du centre du Québec âgés de moins de 35 ans contre 17% pour le reste du Québec. Pour ce qui est de la diplomation, on voit le symbole surligné en rouge parce que nous avons une différence significative défavorable dans la région pour les parents qui détiennent un plus haut diplôme de niveau universitaire. Nous avons 41% de nos familles détenant des enfants qui vivent avec ou les parents détenant un diplôme de niveau universitaire, contre 59% pour le reste du Québec. Inversement, on a plus d'enfants qui vivent avec des parents qui détiennent des diplômes de niveau collégiaux ou secondaires. Je dois aussi ajouter que les diplômes de niveau secondaire incluent la formation professionnelle, donc ce qui peut être représentatif des besoins en termes d'emploi dans la région aussi. Alors, pour ce qui est de la répartition des diplômes hommes-femmes, les femmes sont plus diplômées que les hommes. On voit par exemple qu'au niveau universitaire, on a 37% des mamans qui détiennent un diplôme de niveau universitaire contre 22% des pères. Pour ce qui est de la situation sur le marché du travail, on a une large majorité des enfants dont le seul parent ou les deux parents travaillent. On a quand même un plus haut pourcentage d'enfants qui vivent avec un des deux parents qui travaillent par rapport au reste de la région qui est à 13%. Et pour la santé des parents, maintenant, on a 8% des enfants, chiffre quand même à prendre avec prudence parce qu'il y a une astérisque. Donc, 8% des enfants qui vivent avec un parent qui déclare avoir un problème de santé qui limite ses activités quotidiennes. Alors, passons maintenant aux caractéristiques de nos familles au centre du Québec. On a une majorité d'enfants, à 97%, qui vivent dans une famille dite biparentale, donc dite intacte. Le terme n'est pas le mien, c'est le terme vraiment des chercheurs, et recomposé. Et 13% dans une famille monoparentale. En ce qui concerne les séparations, nous avons à peu près un nombre équivalent que le reste de la province d'enfants qui vivent avec leurs deux parents et légèrement plus d'enfants dans notre région qui ont vécu une séparation, soit avant à l'âge de 3 ans et plus, et un nombre équivalent d'enfants qui ont vécu une séparation avant l'âge de 3 ans. En matière en ce qui concerne le nombre d'enfants, nos familles sont plus nombreuses que pour le reste du Québec, où on a 41% des familles ayant 3 enfants et plus, contre 35% pour le reste du Québec.
ce qui nous renvoie au revenu du ménage maintenant, où on a une différence significative défavorable. 21% de nos ménages sont considérés à faible revenu, contre 17% pour le reste du Québec. Et nous avons aussi une différence significative défavorable quant aux ménages à revenus élevés, où on en a 10% des enfants qui vivent dans un ménage à revenus élevés, contre 19% pour le reste du Québec. Passons maintenant aux éléments liés au parcours préscolaire en lien avec les services de garde. Donc, parmi les enfants qui ont fréquenté un service de garde au centre du Québec, nous avons 89% d'entre eux qui étaient au sein de services de garde éducatifs à l'enfance, services de garde éducatifs à l'enfance régis par une loi, donc tenus de respecter certaines directives et un certain programme. On voit que ce chiffre nous place dans une différence significative défavorable par rapport au reste du Québec, dans la mesure où notre taux d'enfants inscrits au sein du service de garde éducatif à l'enfance est de 89% contre 92% pour le reste du Québec. 35% d'entre eux étaient en CPE, 32% d'entre eux fréquentaient un milieu familial subventionné et notre résultat au centre du Québec est plus élevé que celui du reste du Québec, de la province, avec une différence significative, positive dans ce cas au niveau des milieux familiaux subventionnés. En revanche, nous avons quand même 19% d'entre eux, regardez, qui fréquentaient un milieu de garde non reconnu. Donc, les milieux de garde non reconnus regroupent l'ensemble des types de garde, une personne de la parenté, le voisinage, mais inclut aussi les différents milieux de garde de type halte-garderie ou jardin d'enfants offerts par les organismes communautaires. Enfin, nous avons 49%, près de la moitié des enfants gardés qui n'ont fréquenté qu'un seul milieu, ce qui est positif. Néanmoins, on a quand même 20%, un enfant sur 5 qui a fréquenté 3 milieux ou plus avant ses 5 ans. Parlons maintenant des programmes publics disponibles. Donc, la région se distingue favorablement quant au programme Passepartout, avec 24% des enfants qui ont participé au programme Passepartout, contre 9% dans le reste de la province. 14% des enfants ont fréquenté une maternelle 4 ans et le chiffre est équivalent avec le reste de la province. Toutefois, il faut noter que la disponibilité de ce type de programme n'est pas homogène partout sur la province. Donc, c'est ce qui fait que peut-être bien qu'on a plus de ce type de programme disponible dans la région. Et il faut aussi voir que, sachant qu'on a un peu plus d'enfants qui fréquentent les programmes publics disponibles, ça peut aussi venir avoir un impact sur les enfants qui fréquentent des CPE ou des garderies avant leur entrée en maternelle, notamment la dernière année. Pour ce qui est de la transition vers la maternelle 5 ans, on a 60% des enfants qui vivent une transition selon leurs parents sans ou presque sans difficulté. Et le reste des enfants sont considérés rencontrant des difficultés mineures, plusieurs difficultés ou des difficultés importantes. Alors, en termes de littératie, je tiens à préciser que cette diapo requiert une attention particulière dans la mesure où on a plus de la moitié de la population de la Mauricie et du centre du Québec qui n'atteint pas le niveau 3 de littératie. Le niveau 3 de littératie consiste à lire des textes denses, longs, nécessitant d'interpréter ou de donner du sens aux informations. C'est une donnée qui confère à une personne adulte un bon niveau d'autonomie dans l'ensemble de ses activités quotidiennes. Donc, passons maintenant aux données pour les enfants de maternelle 5 ans. On a 62% de nos enfants de moins d'un an qui ont été initiés à la lecture par un adulte.
C'est certain que c'est un bon chiffre, mais on aurait souhaité l'augmenter encore plus. Et on sait que la moitié de ces enfants-là ont été initiés après l'âge de 6 mois, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas d'âge pour commencer et que les études démontrent les bienfaits de la lecture chez les tout petits en insistant sur le fait qu'il est recommandé de commencer le plus tôt possible. Cela veut dire qu'un bébé n'est jamais trop jeune pour être initié à la lecture si la façon de procéder est adaptée à son niveau développemental. Donc, si on prend maintenant l'intérêt des enfants pour les activités de littératie avant l'entrée en maternelle, on voit qu'on a 63% des enfants qui sont jugés modérément engagés dans des activités de littératie et 55% n'ont eu accès ou n'ont pas eu accès ou n'ont fréquenté que très rarement une bibliothèque. Il s'agit probablement d'un facteur lié à la situation géographique de certains secteurs dits ruraux ou encore à la présence ou non d'une bibliothèque dans ces secteurs-là, ou encore à la disponibilité des moyens de transport. Tout ceci peut avoir un impact sur la fréquentation d'une bibliothèque par les familles. Il y a aussi le fait que les parents qui fréquentent les services de garde de type garderie, par exemple, peuvent avoir de grandes chances d'avoir déjà accès à des livres. Et puis, il y a d'autres parents qui achètent aussi des livres pour leurs enfants. Donc, ce type de parent n'a probablement pas l'occasion de fréquenter une bibliothèque. Toutefois, la sensibilisation aux diverses activités de littératie dès le plus jeune âge devrait être un sujet récurrent. On pourrait même dire un cheval de bataille afin de contrer le risque d'apparition d'une vulnérabilité à l'entrée en maternelle. Alors, poursuivons maintenant avec quelques autres habitudes de vie. En matière d'écran, on a 14% des enfants qui passent en moyenne 2 heures et plus à regarder ou utiliser les écrans par jour, ce qui est bien au-delà des recommandations pour les enfants de cet âge. En ce qui concerne les activités physiques de loisirs, nous avons 59% des enfants qui sont peu ou pas actifs. Je ne vais pas prendre l'ensemble des données, mais vous pourrez les regarder plus dans les détails pour être certaine de respecter le temps. Ceci dit, pour les 59%, le souhait serait d'augmenter les enfants actifs et de diminuer le nombre d'enfants peu ou pas actifs. Pour ce qui est du sommeil, quand on sait combien il est important pour les connexions neuronales, la croissance puis le développement cognitif et sur l'ensemble des domaines des sphères développementales des enfants, on a quand même une large majorité d'enfants qui dorment en moyenne selon les recommandations, c'est-à-dire entre 9 heures et moins de 12 heures par jour. Maintenant, en ce qui concerne les différents environnements, nous avons 62% des enfants qui n'ont vécu aucun déménagement dans la région du centre du Québec, ce qui est quand même très favorable, et 23% qui n'ont vécu qu'un seul déménagement, quand on sait que le nombre de déménagements a un impact sur le risque de présenter ou pas une vulnérabilité à l'entrée en maternelle. Au niveau de la salubrité des logements, la région se distingue favorablement. Donc, nous avons des petits chiffres à prendre quand même avec prudence parce qu'ils présentent des astérisques, mais peu d'enfants, moins d'enfants de la région vivent, par exemple, dans des logements présentant des nuisances par rapport au reste de la province. Et pour ce qui est de l'entourage, les familles, en majorité, considèrent avoir un entourage modérément ou très disponible, ce qui a une influence favorable sur la réduction du risque d'avoir une vulnérabilité à l'entrée en maternelle dans au moins un domaine de développement. Je pourrais ajouter aussi qu'on a à peu près 1/5 de nos enfants qui vivent dans un secteur dit défavorisé, tant sur le plan économique que social. Passons maintenant à la deuxième partie qui porte sur les résultats de l'ECDEM au travers de l'évolution de la vulnérabilité, des résultats de la région et de quelques caractéristiques associées à la vulnérabilité. Alors, vous aurez l'ensemble
domaine détaillé de l'instrument de mesure, l'IMDPE. Cela dit, je tiens quand même à porter une attention particulière sur le domaine développement cognitif et langagier, dans la mesure où il s'agit d'un domaine de développement, de domaines de compétences qui comportent deux sous-domaines sur quatre qui ne relèvent pas de compétences attendues à l'entrée en maternelle et pour lesquels les items sont un petit peu plus pointus que pour les autres domaines. Donc, pensons par exemple au sens de l'écriture, de gauche à droite par exemple, ou encore la capacité de l'enfant à identifier des lettres, à utiliser des outils scripteurs de l'ordre du feutre, du crayon, à commencer à écrire son prénom. Donc, ce sont vraiment des compétences qui sont beaucoup plus pointues. Évaluées auprès de ces enfants-là. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un test qui est utilisé au-delà du Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle certaines compétences ne sont pas attendues au Québec, mais sont peut-être attendues ailleurs pour les enfants de cet âge-là. Je ne vais pas passer l'ensemble des domaines de développement, mais les 5 domaines sur lesquels portent les résultats sont la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier, bien sûr, ainsi que les habiletés de communication et les connaissances générales. Et pour distinguer les deux derniers domaines, les habiletés de communication et les connaissances générales portent principalement sur tout ce qui est langage expressif, comment l'enfant s'exprime, sa façon d'articuler, son élocution versus comment il reçoit les messages qui lui sont partagés. Donc, est-ce qu'il est capable de comprendre les messages? Alors, en termes de vulnérabilité, l'enquête de 2022 démontre que les enfants dits vulnérables et qui fréquentent la maternelle proviennent de tous les milieux et sont représentatifs de la diversité ethnoculturelle. C'est aussi la vulnérabilité présente, les enfants qui présentent une vulnérabilité sont plus susceptibles de présenter des difficultés d'apprentissage, d'adaptation, des problèmes d'adaptation scolaire ou encore sociale. Et ce que je dois ajouter aussi, c'est que la population de référence est établie à partir de celle de 2012, c'est-à-dire que le seuil pour pouvoir définir s'il y avait un risque de vulnérabilité ou pas a été établi à partir de données qui datent de la première édition, l'édition de 2012. Passons maintenant à l'évolution de la vulnérabilité dans la région. Donc, la proportion d'enfants vulnérables dans chacun dans chacun des domaines de développement, on voit rapidement. Donc, le diagramme bleu clair représente l'édition de 2012, les données de 2012, bleu foncé l'édition de 2017 et orange l'édition de 2022. Donc, on peut voir que au fil du temps, il y a une progression dans le temps de la proportion d'enfants vulnérables dans les différents domaines de développement, mais aussi dans au moins un domaine de développement. Vous verrez des petites flèches. Donc, les flèches montrent lorsqu'il y a une différence significative entre deux éditions. Donc, les premières flèches que vous êtes capable de voir montrent les différences significatives qu'il y avait entre au niveau des domaines de développement entre les éditions de 2012 et 2017. Donc, on voyait qu'il y avait déjà une différence significative à la hausse pour le domaine de compétences sociales, maturité affective et aussi pour les enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement. Maintenant, entre l'édition 2017 et 2022, on voit qu'il y a eu une différence significative autant dans le domaine de santé physique bien-être, compétences sociales, mais aussi pour la vulnérabilité des enfants, les enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement. Passons maintenant à l'intervalle des 10 ans. Donc, la comparaison des résultats entre l'édition 2012 et 2022. On est capable de voir qu'il y a une différence significative dans 3 domaines de développement sur 5 entre 2012 et 2022, au niveau des compétences sociales, au niveau de la maturité affective, ainsi qu'au niveau du développement cognitif et langagier.
Et si on compare avec le reste du Québec, on voit il y a eu des différences significatives dans les 5 domaines de développement dans l'intervalle des 10 ans, en 2012 et 2022, ainsi que au niveau des compétences sociales, au niveau du développement cognitif et langagier et au niveau des habiletés de communication et connaissances générales entre les 2 dernières éditions. Passons maintenant à la proportion d'enfants vulnérables pour chacun des domaines de développement, où on peut voir que les résultats de la région du centre du Québec sont comparables à ceux de l'ensemble de la province dans 4 domaines de développement sur 5, et que les résultats, on se distingue favorablement avec une différence significative au niveau des habiletés de communication et des connaissances générales. On voit qu'il y a une progression de la vulnérabilité à l'ensemble, à l'échelle de la province. Nos résultats s'équilibrent et sont comparables aux autres résultats du reste de la province et on se distingue favorablement pour les habiletés de communication et les connaissances générales. Alors, ici, je ne vais pas pouvoir passer l'ensemble des données, mais ce sont des informations qui sont utiles en contexte d'intervention où on peut voir les différents sous-domaines pour lesquels le Centre du Québec performe moins bien ou encore dans lesquels il y a eu une différence significative par rapport au reste de la province. Ce sont des données qui vont vous être partagées, donc je ne vais pas pouvoir les détailler, mais on voit par exemple que pour l'intérêt pour les nouvelles choses, la région se distingue favorablement par rapport au reste du Québec. Ça veut dire que on a un nombre d'enfants, en fait, on a de meilleurs résultats chez nos enfants de 5 ans en lien avec les intérêts pour les nouvelles choses. Pour ce qui est, par exemple, du développement cognitif et langagier, donc on voit rapidement que les compétences de base en littératie ainsi que les compétences de base en numératie sont les sous-domaines pour lesquels nos enfants, les enfants de maternelle 5 ans, ont moins bien performé, avec une différence significative aussi. Et les éléments que je viens de nommer, par exemple, le fait qu'on se distingue favorablement au niveau des habiletés de communication et des connaissances générales, se répercute aussi ici. Alors, pour ce qui est des résultats des RLS maintenant, très rapidement, ce sont des données qui vont vous être partagées. Donc, on est capable de voir que, par exemple, je prends quelques exemples rapides, pour BNY, on a une différence significative par rapport au reste de la province défavorable pour les domaines santé physique et bien-être et développement cognitif et langagier. Par exemple, Drummond, ben, en fait, on voit les enfants de ce réseau local-là ont performé favorablement dans les habiletés de communication et les connaissances générales. Je vais vous laisser regarder plus amplement le reste des données dans la mesure où le temps passe, puis je veux quand même garder du temps pour plus tard. Ici, il s'agit d'une diapo qui donne l'information des RLS, mais par rapport au reste de la région socio-sanitaire. Donc, les éléments qui sont surlignés en jaune montrent lorsqu'il y a une différence significative défavorable, donc lorsque le pourcentage est plus élevé que le reste de la région, et lorsque le pourcentage est plus bas que le reste de la région. Donc, on est capable de voir par rapport à la région socio-sanitaire où le RLS se situe. Passons maintenant aux caractéristiques associées à la vulnérabilité lorsqu'on associe les résultats des 2 enquêtes. Donc, on examine à l'échelle de la province. Donc, ce sont des résultats qui sont généralisables à l'ensemble de la province et non pas uniquement pour le Centre du Québec. Donc, en fait, ce sont des caractéristiques qui sont associées lorsqu'on a comparé les résultats des 2 enquêtes, des caractéristiques qui sont associées à des groupes d'enfants plus
susceptibles de présenter une vulnérabilité. Toutefois, ce sont des facteurs qui sont pour la plupart modifiables et sur lesquels on est capable d'agir. Alors, on voit par exemple que les garçons représentent un groupe par rapport aux filles plus susceptibles de présenter une vulnérabilité. Les enfants qui regardent 2 heures et plus d'écran par jour également, les plus jeunes d'une cohorte, ceux qui présentent un trouble du développement ou un problème de santé, les enfants qui étudient dans une langue autre que les enfants qui parlent une autre langue que le français ou qui étudient dans une langue autre que leur langue parlée, et aussi ceux qui vivent dans un milieu défavorisé ou moins favorisé ont plus de chances de développer une vulnérabilité dans au moins un domaine de développement. Les enfants nés à l'extérieur du Canada également. Alors, les chercheurs sensibilisent sur le fait que les différents groupes doivent être considérés de manière très distincte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas associer les facteurs pour pouvoir juger de la probabilité de la vulnérabilité d'un enfant. Ce sont des groupes aussi qui sont très hétérogènes en termes de quantité de personnes. On voit par exemple que les garçons représentaient quasiment la moitié de la population de référence, tandis que ceux nés à l'extérieur du Canada en 2022 ne représentaient que 3% de cette population. On prend par exemple les milieux de vie moins favorisés, on a à peu près 1/5 des enfants qui vivent dans un secteur défavorisé et on a à peu près 14% et 16%. Alors 14% d'enfants qui vivent, qui regardent 2 heures et plus d'écran par jour, alors que les recommandations sont beaucoup plus basses et on a 16% d'enfants qui vivent avec un problème de santé ou un trouble du développement. Je tiens aussi à apporter une information rapidement sur le fait que la vulnérabilité, on a vu, touche toutes les couches et que effectivement, pour les couches moins favorisées, on a à peu près 33% des enfants qui sont à risque de présenter une vulnérabilité dans un domaine de développement. Mais pour les secteurs dits favorisés, on a quand même un quart des enfants, 25% des enfants qui sont à risque quand même de présenter une vulnérabilité. Donc, ça reste à surveiller pour plus tard. Alors, pour conclure, les différentes pistes d'action. On sait que les enfants vulnérables ne présenteront pas nécessairement de vulnérabilité durant tout leur parcours de vie. Il est possible d'agir sur plusieurs facteurs. En ce qui concerne l'enfant, je n'apprends rien. C'est un sujet au goût du jour. Les écrans. Donc, les recommandations sont pour les enfants de moins de 2 ans, autant que possible, aucun écran. Pour les enfants, on dit bien autant que possible. Pour les enfants âgés de 2 ans à 5 ans, moins d'1 heure d'écran par jour, avec un usage limité dans le temps, et il faut que l'usage ait une valeur ajoutée par rapport aux méthodes traditionnelles utilisées qui ne nécessitent pas d'écran. Maintenant, nous avons aussi comme autre élément sur lesquels on peut agir l'accès aux livres, donc la sensibilisation des enfants aux livres tous les jours dès leur plus jeune âge, des interactions régulières avec des pairs de façon à leur permettre de se développer et d'avoir des modèles, notamment lorsqu'ils ont des interactions avec les adultes de référence. Avoir aussi sensibilisation au sommeil de qualité, donc environ 10 heures ou plus par jour, et une pratique régulière d'activité physique de loisirs afin de permettre aux enfants de poursuivre leur développement. Et on sait combien c'est important pour tout ce qui porte sur les connexions neuronales et le développement les différentes sphères de développement. En ce qui concerne maintenant les parents, donc en fait, le fait d'encourager, de favoriser la conciliation famille, travail, études, on a vu par exemple par le biais de plus de places de garderie et de possibilités d'avoir des garderies avec un programme de qualité, le fait de disposer d'un réseau, d'un social, d'un entourage disponible permet aussi aux parents d'avoir un sentiment d'appartenance, un sentiment d'entraide et aussi de réduire leur isolement.
La stabilité résidentielle peut aussi limiter les différents déménagements car on voit que plus l'enfant a déménagé dans son parcours de vie, plus il est à risque de présenter une vulnérabilité et encourager l'intégration des familles des enfants nés à l'extérieur du Canada permet aussi de voir que ça réduit la vulnérabilité dans la mesure où les enfants qui sont récemment arrivés au Canada ont plus de chances de développer une vulnérabilité, tandis que lorsqu'ils vivent au Canada depuis 2 ans et plus, la vulnérabilité tend à se réduire. Alors, j'en aurais quasiment terminé pour la présentation. Euh, je pourrais juste ajouter que collectivement, en collaboration et en complémentarité et en agissant sur l'ensemble des domaines de développement, nous pouvons tous avoir une action pour développer le plein potentiel de nos jeunes enfants. Et c'est qu'ensemble, en prenant le problème à bras le corps, qu'on pourra améliorer et renverser la tendance. Merci beaucoup.